Bonjour, ravi de vous retrouver pour Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un journaliste devenu écrivain à la suite d'un traumatisme, d'une épreuve, d'un enfermement suivi d'une délivrance, il en parle comme ça lui-même. Ces 3 ans de captivité dans les geôles du Hezbollah au Liban dans les années 80. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Jean-Paul Kaufmann qui est mon invité. Ravi de vous recevoir, Monsieur Merci. Kaufmann. À l'occasion, je le disais, écrivain, désormais depuis une quarantaine d'années. D'ailleurs, le récit que vous nous présentez et qui vient d'être publié marque un peu cet anniversaire, puisque c'était il y a exactement 40 ans que vous étiez otage au Liban, en 1985. À présent, vous venez avec, je crois, à peu près le 10e récit. Oui, à peu près. Oui. À peu près. Roman récit, L'accident, aux éditions Équateur, qui est peut-être le récit le plus intimiste, le plus autobiographique de vos récits. Vous qui êtes un écrivain de l'exil, de l'enfermement, ça a parcouru toute votre œuvre depuis cette prise d'otage. Est-ce que c'est juste, sachant que effectivement vous revenez sur les traces de votre enfance en Haute-Bretagne, à Cornu, et avec marqué par cet accident dès vos plus jeunes années. C'est là d'ailleurs que votre mémoire, vos souvenirs démarrent. Exactement. Oui, bon, écoutez, moi je suis ce qu'on appelle un boomer, pas particulièrement fier de l'être, mais bon, j'assume, et c'est un état, une condition dont on ne se soigne pas. Donc, je pourrais dire qu'il y a une génération un peu privilégiée, hein, on la connaît. En gros, celle qui est née entre 1940 et 1955, bon, les choses ne sont pas tranchées, évidemment, et tous ces gens qui ont vu l'ordre ancien, l'ancien monde. Moi, j'ai vu cet ancien monde, un monde, évidemment, aujourd'hui, qui paraît, pour les générations actuelles, tout à fait exotique, un monde disparu, qui, d'ailleurs, tient beaucoup... qui est le même que celui des débuts de la Troisième République, à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que cette France de l'après-guerre, la France en gros des années 50, puisque je suis né en 1944... La France des 30 Glorieuses. Oui, exactement, c'est le début des 30 Glorieuses. Et là aussi, bon, les 30 Glorieuses, c'est 45, 55, c'est le début des 30 Glorieuses. Bon, on commence, il y a un certain nombre de signes qui indiquent que les choses vont changer, mais dans ce monde de l'après-guerre, c'est quand même une société rurale très, très élémentaire. Et au fond, qu'aspirent les gens qui vivent à cette époque-là, qu'on ne connaît pas, j'aime pas trop l'expression, on ne connaît pas trop la suite du film, qu'est-ce qu'ils aspirent à la fin des années 40, début des années 50, à retrouver, au fond, ce qu'ils étaient dans les années 30. Et encore une fois, ces années 30, c'était les mêmes que, j'allais dire, les années 1890, avant la guerre de 14. Donc une société agricole immobile qui bouge presque pas, et il est vrai qu'à partir de 1965, nous allons assister au grand basculement, mais il y a quand même, déjà dans ces années-là, même si moi je ne les percevais pas, des signes quand même qui indiquent qu'il y a des lézardes dans l'édifice, notamment dans cet édifice catholique. Bon, il y a d'abord dans cette société rurale le début de la mécanisation, le plan Marshall. Le remembrement, aujourd'hui on en parle beaucoup, tout ces talus, toute cette campagne française qui a été littéralement arasée. Donc on ne connaît pas donc la suite du film, comme je le disais tout à l'heure, et là tout va basculer au milieu des années 65. Hein, mais bon, peu de gens savent discerner ces changements. Peut-être ce curé-là dont je parle dans mon livre, le curé Brionne, lui qui, de son point de vue de chef spirituel de cette paroisse de Cornu, aperçoit déjà des signes pour lui
inquiétant. Et que vous révélez d'ailleurs à la fin du récit. Je le disais, là vous parlez de la grande histoire. Dans ce récit, il y a quand même... la petite histoire, votre histoire, qui n'est pas une petite histoire, mais vous voyez ce que je veux dire, et qui démarre aussi par, donc on parlait de l'accident, par une transformation dans votre enfance. À ce moment-là, je le répète, que vous avez eu les souvenirs qui sont apparus, cette mémoire. On voit donc que vous vivez dans un milieu assez modeste, oui, très modeste. Aimant, avec un père boulanger, Marcel, une mère qui met la main à la pâte, comme on peut le dire, qui est mère au foyer, Odette, avec plusieurs frères, une sœur. Oui. Et c'est une enfance quand même très heureuse que vous racontez, en même temps marquée, d'où le titre quand même de ce récit, par un accident qui ponctue, qui chapitre même votre récit, qui a eu une force évocationnelle assez énorme, puisqu'il y a accident 1, accident 2, ça m'a marqué en lisant votre récit. Il ponctue complètement votre récit et votre vie aussi, cet accident. Est-ce que vous le dites un peu en sous-entendu, est-ce que cet accident-là n'a-t-il pas résonné avec l'accident libanais ? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et bon, un bon titre, en fait, c'est un titre ambigu, un titre polysémique qui a plusieurs sens. L'accident, en effet, alors on peut penser qu'il y a, j'allais dire, tromperie sur la marchandise, dans la mesure où l'accident, Jean-Paul Kaufmann, on pense évidemment à mon accident libanais, mais ce n'est absolument pas celui-là, et vous avez tout à fait raison, il ponctue, il scande ce récit. Je crois que, bon, peut-être revenons, le rappeler, le rappeler cet accident, avec alors, une date. Il appartient justement, et c'est ça qui est intéressant, il appartient à cette après-guerre, là, vous savez, ce monde quand même élémentaire, une équipe de football qui va disputer un match dans une commune voisine. Bon, il n'y a pas d'autocar, il n'y a pas de... il faut faire avec ce qu'on a, donc on demande au maire de la commune s'il peut prêter son camion Dodge. C'est un camion du plan Marshall, c'est très très important. Oui. Et donc, évidemment, le maire accepte, à condition que ce soit son fils qui conduit le véhicule, et donc le match est disputé dans cette commune voisine. Bon, le conducteur a beaucoup... Pardon ? Martigny-Ferchaud, oui, c'était une trentaine de kilomètres de Cornu, donc il n'y a pas d'alcoolémie à l'époque. Bon, on dit qu'il est énervé, il a bu pas mal, c'est un dimanche, bon, il décompresse, et donc l'équipe de foot a perdu les 2 matchs, et au retour, donc, alors qu'il amorce un tournant qu'il ne voit pas, pratiquement pas, un virage à épingle à cheveux, donc il le rate. Et il y a 18 morts, 18 morts pour une commune d'un peu plus de 1000 habitants, c'est énorme. Et donc c'est un événement, alors évidemment sur le moment toute la France va en parler, mais bon, ce sont des événements dont on parle pendant les quelques semaines, la semaine... après cet accident qui a eu lieu un dimanche, dans tous les stades de France, il y a une minute de silence, et puis on va oublier, évidemment. Mais cet événement a en effet scandé toute mon enfance, c'est-à-dire tout le monde y pensait, mais on n'en parlait jamais, parce que c'était quelque chose, c'était un traumatisme tel qu'il avait vraiment... marquer les gens. Moi, mes compagnons de jeu avaient un père, un frère, un parent qui était mort durant cet accident. Donc, on n'en parlait pas, mais c'était tellement énorme. Donc, je ne veux pas dire que c'était une forme de silence, mais un petit peu quand même. Donc, voilà, c'est dans cette... alors,
je dirais que dans cette enfance que j'ai vécue à Cornu, il y a ce qu'on pourrait appeler trois impensés. Il y a cet accident de Martigny-Ferchaud dont on ne parle pas, mais qui est dans toutes les consciences. Le nom, Cornu. Cornu, pendant toute mon enfance, j'ai dû essuyer les plaisanteries les plus lourdes s'agissant de ce nom, Cornu. Et aussi, la troisième chose, c'est une église qui est vraiment très particulière, monumentale, et qui, par rapport à la commune, à la paroisse de Cornu, est totalement disproportionnée. Et surtout d'influence byzantine. Pardon ? D'influence byzantine. Elle a avec bulbe. Un clocher en oignon qui l'a fait ressembler autour du Kremlin. Et d'ailleurs, il y a un film qui va être tourné pendant l'occupation et qui a été tourné dans des circonstances assez mystérieuses, assez énigmatiques, dont je parle d'ailleurs dans mon livre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mes parents, et au fond, c'est la question aussi, il y a plusieurs questions qui se posent dans ce livre, c'est qui sont nos parents ? Est-ce que c'est difficile de répondre à cette question ? Et évidemment, un livre comme celui-là, je n'aurais pas pu l'écrire de leur vivant. Alors, se pose la question, est-ce qu'on ne peut parler de ses parents qu'une fois qu'ils ont disparu ? C'est vrai que lorsque le corps disparaît, je pense que l'être apparaît aussi dans toute son évidence, dans toute sa... dans toute sa lumière. Et donc, voilà, j'ai essayé de décrire ses parents, qui étaient très différents l'un de l'autre. Vous avez parlé de ma mère qui mettait la main à la pâte. On pourrait dire aussi, si on voulait poursuivre la métaphore, que mon père était une bonne pâte. Voilà. Oui, pour un boulanger. Non, mais donc, c'est très important, en effet, ce milieu de la boulangerie. Parce que je crois qu'il a déterminé toute ma vie. Je pense que ce monde d'odeurs, c'est un monde où il y a, les odeurs débordent, abondent. Et je pense que je pense que le fournil peut mener au métier de journaliste. Parce que je pense que c'est une école d'essence, un fournil. Il n'y a pas seulement l'odorat qui est très très important, mais il y a le toucher, il y a toutes ces choses-là. La vue, évidemment, le four, les flammes, etc. Ce monde très élémentaire, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et presque spirituel aussi, le Pardon ? pain, presque spirituel aussi. Oui, bien sûr. Le pain, le corps du Christ. Le pain, oui, le pain. Et je pense qu'en effet, mon père avait, pour lui, il y avait toute cette dimension gratifiante, un peu spirituelle. Le pain, c'est pas un métier comme un autre, c'est pas comme celui de boucher. Le boucher, c'est différent. Là, on est dans le monde un peu cruel. De la viande, de la côté presque l'odeur du sang métallique, alors que la boulangerie, c'est un monde tiède, le cocon, et je crois que le métier de journaliste aussi, on ne parle jamais assez du corps dans ce métier. Le corps est mis à contribution, il y a tout un appareil sensoriel qui est mis à contribution quand vous arrivez en reportage. Vous avez, vous allez interroger un témoin, un protagoniste, et il y a d'abord la poignée de main, le toucher, c'est très important, la lumière, l'odeur de la maison dans laquelle il apparaît. Alors, tous ces récepteurs doivent, si j'ose dire, marcher à plein tube. Et je pense que l'odorat de ces 5 sens est certainement le plus important parce que, sentir le journaliste sent son sujet
Et d'ailleurs, quelquefois, quand j'étais en reportage, notamment au Liban, dans un pays en guerre, quand on dit, le journaliste dit, ça sent mauvais, hein, ça sent mauvais. Oui, je ne le sens pas. Donc, sentir, on pourrait dire que sentir, c'est le sixième sens. Vous voyez cette forme d'intuition, pressentir quelque chose, subodorer, tout cela, ça fait appel à l'olfaction. On va d'ailleurs en parler dans cette deuxième partie d'émission que je vous propose d'aborder. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots. Certains vont largement résonner avec ce que vous venez de dire, Jean-Paul Kaufmann. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Jean-Paul Kaufmann, on poursuit avec les mots que je vous propose. Voici le premier, dérision. Alors, dérision, il faut que je réponde. Oui. Alors, dérision, très important la dérision. Je ne vais pas dire que c'est ce qui m'a sauvé, mais un petit peu quand même, à mon retour. La dérision, parce que je crois que, on n'insiste jamais assez là-dessus, c'est Beckett, je crois, qui dit dans Fin de partie, il n'y a rien de plus drôle que le malheur. C'est même la chose la plus comique au monde. Et c'est vrai, je pense qu'il a raison. Dans la dérision, d'abord, la dérision, il y a un côté, j'allais dire, libératoire. Transgressif aussi peut-être, c'est-à-dire que dans la dérision, il y a une volonté de ne pas accepter, de refuser le malheur ou l'épreuve qui vous est opposée. Donc je crois que c'est quelque chose qui permet de retourner la situation. C'est très important de retourner la situation. Alors, la dérision, je disais qu'à mon retour, ça jouait un rôle important au sein de ma famille. Et c'est vrai, alors j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu parler à des psychologues, des psychiatres, des analystes. Je l'ai refusé. Mais j'ai beaucoup parlé avec ma femme, mes enfants, et nous pratiquions beaucoup la dérision. Parce que je pense aussi que la dérision, ça ne doit pas aller dans un sens, j'allais dire, unique. La dérision suppose l'écho, la réplique. Donc il ne faut pas être tout seul pour manier la dérision. Et je pense qu'avec mon épouse, qui a aussi un sens assez aigu de la dérision, et mes enfants, peut-être que je leur ai donné ce sens-là, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pratique encore aujourd'hui. Quand on parle de ces 3 années libanaises, on se souvient aussi d'un certain nombre d'événements comiques. Pendant toute cette mobilisation, il y avait évidemment des choses très drôles, absurdes, insolites, qui pouvaient susciter une forme d'hilarité. Donc la dérision, je pense que c'est capital par rapport au malheur qui vous accable. Voilà. Il y a quelque chose de plus négatif que l'humour dans la dérision. Alors, dans la dérision, puisque vous parliez de l'humour, il y a, je crois, un écrivain belge qui a dit « L'humour, c'est une façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaire ». Je crois qu'on pourrait appliquer cette définition aussi à la dérision.
Je ne pense pas qu'il y ait un côté négatif dans la dérision. Alors, il est possible, en effet, dans le mot dérision, dans son origine, il y a la notion peut-être de moquerie. Mais oui, moquerie par rapport au malheur. On ne l'accepte pas, on se moque de lui. Ça aussi, je crois que c'est important. La moquerie est importante. La taquinerie, c'est un mot qui revient d'ailleurs dans votre ouvrage. Et votre mère était une adepte de la taquinerie. Vous ressemblez pas mal à votre mère, non? Oui, à ce sujet. Je sais pas. Oui, c'est vrai que je me retrouve un petit peu en elle. Je me retrouve aussi un peu dans la personnalité de mon père. Mais c'est vrai, la taquinerie, et je pense que ça vient de loin. Il y a des choses comme ça qui se transmettent de génération en génération. Et j'ai vu aussi que au sein de la famille du côté de ma mère, la famille Racine, elle avait 5 sœurs. Mes cousins aussi pratiquaient beaucoup une forme de taquinerie. Alors la taquinerie, là aussi c'est comme la dérision dont je parlais tout à l'heure. La taquinerie, c'est un jeu de ping-pong, hein. Ça ne doit pas aller dans un sens. Il faut aussi qu'il y ait une réplique. Il faut une forme aussi de retournement. Et il y a certainement des points communs entre la dérision et la taquinerie. Mais peut-être dans la taquinerie, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut aussi une forme de... On ne peut pas pratiquer la taquinerie avec tout le monde. Il faut une forme de complicité aussi, une forme de, oui, d'affection. On ne peut pas faire ça avec quelqu'un. La taquinerie, avec un inconnu, on ne peut pas tellement pratiquer de la taquinerie. Il faut, je crois, aussi une forme de familiarité. Puis la taquinerie aussi, c'est une manière aussi j'allais dire, de révélation. Une forme, alors, je pense qu'une forme d'éternuement, hein, c'est important, l'éternuement, il y a un côté libératoire. Donc, voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un jeu de ping-pong. Je trouve ça très intéressant. Ce qui est très intéressant, et ce que j'ai remarqué aussi, ça fait écho à ce que vous dites, donc ce jeu de ping-pong, notamment avec votre mère, vous le racontez. Là, vous venez de nous parler également de Joël, votre épouse, avec lequel aussi, et vos enfants, il y a ce jeu de ping-pong, de taquinerie. Il y a un grand point commun que j'ai découvert entre Joël et votre maman. Toutes les deux sont issues d'une fratrie de 6 filles. Non, je crois que... Ah oui, oui, vous avez raison. Filles. Oui, excusez-moi. Vous voyez, c'est assez rare, c'est pour ça que ça m'a... Oui, vous avez tout à fait raison. Et j'ai trouvé ça aussi, c'est un clin d'œil du destin ou une taquinerie peut-être. Je vous laisse parler. Oui, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Petit détail, quand ma femme a lu mon livre, elle m'a dit « Oh, tu parles quand même un peu trop de ta mère ». C'est une forme peut-être de dérision, je ne sais pas, où elle me taquinait, à vous de choisir. En parlant beaucoup de votre mère, vous parliez peut-être aussi un peu d'elle. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais ma femme aussi pratique à un très grand sens de la dérision. C'est peut-être pour ça que c'est quelque chose qui est très présent au sein de la famille. Mais il n'y a pas que cela. Je m'empresse de le préciser quand même. Bien sûr, bien sûr. La vie est-elle dérisoire ? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il faut la prendre aussi par son côté comique, son côté joyeux. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire, vous voyez, dans ce qu'on peut appeler le dur métier de vivre.
hein, le métier de vivre, le dur métier de vivre, eh bien, je crois qu'il faut, oui, là, prendre de la façon la plus, oui, alors et ça aussi, la plus positive, mais je crois aussi que je crois que ça vous est donné. C'est peut-être une grâce, là aussi, qui vous est donnée. Il y a des gens qui sont nés de mauvaise humeur. Alors, je tiens ça peut-être de mon père. Mon père était toujours d'excellente humeur. Ma mère, c'est tout à fait différent. Je l'ai décrit dans ce livre. C'était le paradoxe suprême de son existence, c'est qu'elle avait toujours l'air maussade, triste, et en fait, à l'intérieur d'elle-même, c'était l'être le plus jubilant du monde. Alors moi, je suis peut-être un peu comme ça. C'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai un côté réservé, un côté curé. C'est une sorte de défense, une sorte peut-être de revêtement, et il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une forme aussi peut-être chez moi de protection. Eh bien, ma mère pratiquait très bien cette contradiction, ce côté un petit peu, j'allais dire, extérieurement revêche, alors qu'elle était très joyeuse. Et c'était une façon de défendre certainement cette forteresse, enfin ce moi qui était chez elle, j'allais dire, inentamable. Je vous propose le deuxième mot, qui est le mot, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, sentir. Ah oui, alors sentir, oui, on en a parlé tout à l'heure. Mot très important, sentir. Ah, très très bien, oui, sentir. Sentir, oui, on l'a évoqué, oui, avec les 5 sens, oui, avec tout cet appareil sensoriel qui, à mon avis, est très important. Sentir son sujet, sentir, oui, alors sentir aussi, et ça peut être lié aussi au monde. Je crois que on parlait tout à l'heure de l'olfaction. Je pense que les 5 sens, en plus de ça, pour qu'ils fonctionnent bien, ils doivent ne pas être compartimentés. Ils doivent être, je dirais que doit y avoir une approche totalisante, holistique des 5 sens. Vous voyez, donc Claudel, il y a un livre de Claudel qui s'intitule « L'œil écoute ». Les sens doivent, voir et sentir. Je pense que là aussi, il y a des correspondances. Donc, sentir, qu'est-ce qu'on peut dire de sentir aussi Moi, ce que j'aime justement dans les écrivains que je préfère, c'est ce que j'appellerais les écrivains atmosphériques, c'est-à-dire qui sentent justement l'atmosphère. Je pense notamment à Simenon, qui est, où les 5 sens sont mis à contribution. Vous voyez, l'inspecteur Maigret, c'est quelqu'un qui perpétuellement, qui fait fonctionner ses sens perpétuellement. Vous voyez, c'est une sorte d'éponge, le commissaire Maigret. Je pense que ça peut être aussi un modèle pour les journalistes. Maigret, c'est un policier, mais je pense que c'est un modèle aussi pour les journalistes, parce que justement, il met ses 5 sens en éveil, et il fonctionne perpétuellement comme une éponge. Maigret, c'est quelqu'un qui sent, vous voyez, on a l'impression qu'il est totalement passif. Et alors, il a du nez. Pardon ? Il a du nez. Oui, il a du nez. Alors, on a l'impression. Il y a beaucoup d'expressions autour de ça, vous, l'amateur de Bordeaux. Oui, c'est vrai, vous avez l'amateur de Bordeaux. Oui, là aussi, là, on pourrait parler en effet du vin. Je pense que le monde de la boulangerie qui m'a permis de sentir m'a
définir les odeurs, c'est très très difficile hein, de désigner les odeurs. Parce que quand vous goûtez un vin, il ne s'agit pas uniquement de le goûter, mais il faut communiquer aussi avec celui, parce que je ne conçois l'exercice de la dégustation que dans le partage. Il faut que quelqu'un aussi, il faut lui faire passer les sensations qu'on peut éprouver. Et donc, alors, c'est quand même, il faut désigner les odeurs d'un vin. Le goût, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et d'autant que l'odorat est un sens éminemment subjectif. Parce qu'on ne sent pas de la même façon chacun d'entre nous. De la même manière, on ne goûte pas les mêmes choses. Lorsqu'on entend une musique, objectivement, on entend à peu près la même chose. Lorsqu'on voit notre organe de la vue, notre vision, on voit à peu près tous la même chose. Sentir, c'est tout à fait différent. Et voilà, donc le vin, en effet, c'est quelque chose qui permet de désigner toutes ces sensations-là, mais évidemment reliées aussi au côté tactile. Vous voyez, quand vous goûtez un Bordeaux, alors ça nous emmène peut-être un peu trop loin de... Là, comme on parle des sensations, justement, vous dites qu'elles sont toutes différentes d'un individu à l'autre, ça modifie aussi le rapport au monde. Quelle est la différence entre la sensation et la vérité? La réalité, les sensations peuvent être trompeuses. Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est quelque chose. Alors, oui, mais qu'est-ce que la réalité, là, vous nous m'entraînez? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le réel hein Là aussi, c'est justement ce que le réel, c'est le mur, le réel. On se cogne au réel. Lacan a dit des très belles choses là-dessus, sur le réel. Le réel et la réalité, c'est différent aussi. Mais là, ça nous entraîne peut-être assez loin du sentir. Mais le réel, oui, le réel, qu'est-ce que c'est que le réel pour le journaliste? Vous voyez, moi, quand j'étais au Liban, j'ai beaucoup réfléchi à ce métier. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la réalité? Le réel et la réalité, en effet, c'est deux choses totalement différentes. C'est pour ça que je pense que cette histoire a tué en quelque sorte le journaliste. Peut-être a-t-elle ressuscité l'homme, mais je pense qu'elle a tué le journaliste parce que... Et fait naître l'écrivain. Oui, excusez-moi. Et fait naître l'écrivain. Je crois que l'écrivain, sommeillait. Mais vous savez, l'écrivain, alors là aussi, là, vous employez un mot, écrivain, c'est un mot redoutable. Il y en a peu d'écrivains vivants, par exemple, en France, qui se comptent sur les doigts d'une main ou des deux mains. Écrivain... J'écris, mais est-ce que je suis un écrivain? Oh, Jean-Paul Kaufmann, vous en êtes, vous avez reçu beaucoup de prix. Non, je ne veux pas faire de la fausse modestie, mais... Oh, vous l'êtes. Alors, si en tout cas, écrire, c'est quelque chose qui s'est révélé après. Peut-être pas pendant ma captivité, en tout cas. C'est le retour qui a fait ce que vous appelez l'écrivain. Tout simplement, joie. C'est un mot important pour vous aussi. Oui, la joie, bien sûr. Alors, moi, justement, vous voyez, quand on me dit que, par exemple, mes livres, notamment, je ne sais pas, le livre, L'accident, il est traversé par une forme de joie, d'allégresse, ça me fait énormément plaisir. J'espère que mes livres, la plupart de mes livres sont traversés par la joie. Je pense que, alors tout le monde l'éprouve, la joie, on a tous des moments joyeux, mais la vraie joie, la joie dans sa plénitude, je pense qu'elle doit être adossée à quelque chose qui ressemble au malheur, à l'épreuve. Il faut, et c'est
je ne veux pas dire que cette condition-là, qu'on éprouve la vraie joie, la joie pleine, la joie entière, mais je le pense un tout petit peu, parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné non plus d'emblée. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a aussi un apprentissage de la joie. Il y a quelque chose là je parlais tout à l'heure de la grâce, mais qui n'est pas donné d'emblée. Je pense qu'il y a donc un apprentissage. Je crois que une phrase comme celle qu'a écrite Alain Sioran a dit la joie, la vraie conquête sur le monde, lui qui était un écrivain éminemment triste, mélancolique et pessimiste. Je pensais plutôt à Alain. Il était peut-être dans la vie était-il joyeux. Moi, je ne l'ai pas connu dans la vie de tous les jours. Peut-être était-il joyeux, après tout. C'était peut-être cela aussi le secret de Sioran. Parce qu'il y a un côté tellement systématique dans son pessimiste qu'on ne peut que se dire que, bon, cet homme-là, en vérité, cachait une âme joyeuse. Mais bon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui me rappelle encore, excusez-moi, votre mère. Oui, ben voilà. Elle est partout. Je pensais aussi à Alain. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. C'est vrai. Eh oui. Bah oui, là, donc ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire tout à l'heure. Oui, le côté quand même plus laborieux de la joie. Apprentissage. Et c'est une forme. Alors, il y a un synonyme aussi que j'aime beaucoup, c'est celui d'alacrité. Alacrité, il y a quelque chose dans la joie, quelque chose, j'allais dire, de sautillant, d'allègre, quelque chose qui est en action, qui est en mouvement. C'est ça que j'aime aussi dans ce mot, la joie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la joie, il y a quelque chose... je ne sais pas si ça a mauvaise presse, la joie, mais excusez-moi, passez-moi l'expression, il y a un petit côté cucu dans la joie, à tort, hein, un côté un peu benet, j'allais dire. Et je trouve qu'il faut contester cette manière de voir. Moi, en tout cas, cette joie, chez moi, en tout cas, elle est en action. Elle est en action, elle ne se contente pas d'être passive, de recevoir. Il faut qu'elle soit aussi contagieuse. Il faut qu'elle soit transmise. Vous voyez, on parlait toujours de la dérision, un jeu de ping-pong, un jeu d'échange, un jeu d'écho. Ben, la joie, c'est un peu la même chose. Et est-ce que la joie fait bon ménage avec l'espoir? 4e mot. Ah oui, alors, il y a alors une chose oui, on va y venir à l'espoir. Je pense que le contraire de la joie, c'est pas la tristesse. Le contraire de la joie, me semble-t-il, c'est la peur. Et c'est d'ailleurs... Justement, c'était une des questions que je voulais poser, mais il faut qu'on avance. C'était comment peut-on rester joyeux dans la joie quand on vit justement l'incertitude et la peur au quotidien, comme vous l'avez vécu pendant 3 ans au Liban? Alors, l'espoir, je pense, j'ai vécu dans l'espoir, mais je pense que l'espoir, c'est pas une bonne chose. L'espoir, différent de l'espérance, peut-être qu'on en parlera plus tard. L'espoir, je crois que dans l'espoir... Alors, moi, c'est vrai, j'ai vu très vite pendant ma captivité que l'espoir, c'était un leurre, une illusion, et que ça n'apportait aucune solution. Je pense que dans le mot espoir, il y a quelque chose, là aussi, là, de passif, quelque chose qui, oui, de fallacieux. Et j'évoque dans mon livre un peintre qui a eu un rôle très important, et j'évoque plusieurs peintres dans mon livre. Poussin. Mais il y en a
Oui, Poussin, mais il y en a un autre qui a joué un rôle important, c'est Rouault, Georges Rouault. Georges Rouault qui est l'auteur du Miserere. Et le Miserere, lorsque j'étais adolescent, a joué un rôle très important parce que je commentais à Bourges pendant mes vacances le Miserere de Rouault. Je ne savais pas du tout qui était Rouault, je ne savais pas qui était ce peintre. Et c'est un certain nombre, il y a, je sais pas, une 52 vignettes de Rouault qui sont assez terribles et qui sont reliées, je pense, à l'épreuve de la guerre de 14-18. Et il y a une vignette, une estampe notamment, qui m'avait beaucoup marqué et que je me répétais presque chaque jour lorsque j'étais au Liban, et qui était la suivante: « Demain sera beau, disait le naufragé. Demain sera beau, disait le naufragé. » Et cette phrase, je me la prononçais chaque jour. Demain sera beau. Parce que il y a quelque chose aussi dont il faut parler. Je pense que pour un prisonnier, pour un otage, parce que l'otage et le prisonnier, ce n'est pas la même chose. Le prisonnier, un prisonnier normal, il y a une échéance. L'otage, il n'y a pas d'échéance, c'est l'incertitude la plus totale. La porte qui s'ouvre, c'est la libération ou la mort, parce que la finalité de l'otage, c'est d'être exécuté. Et j'ai été avec un certain nombre d'otages au Liban qui ont été assassinés, qui sont morts. Donc, ce qui est très important, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de demain. Demain sera beau, disait le naufragé. Il ne faut pas parler de demain. C'est chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. C'est ça, le maître mot. À chaque jour suffit sa peine. Demain sera un autre jour. Donc, ce soir, je suis vivant. C'est déjà pas mal. Donc, demain est un autre jour. Donc, l'espoir, je crois qu'il faut le remiser lorsqu'on vit une telle expérience. Encore une fois, c'est un leurre. L'espoir est un leurre, mais pas la joie, qui permet de tenir. Oui. Et ce qui est frappant, vous le racontez d'ailleurs. Oui, on peut espérer. Alors, pardonnez-moi de vous couper. Je pense aussi, là, on peut éprouver, et c'est le paradoxe, on peut, pendant ces 3 années, on peut connaître des moments de joie. Ça paraît aussi paradoxal. Je pense que le jour, j'ai eu très peu de livres pendant ma captivité, mais on m'en a apporté. Pourquoi ce livre? Pourquoi pas un autre? Et un livre, c'était un moment de joie parce que non seulement vous alliez le lire une fois, 2 fois, vous alliez le lire à l'envers, inventer toutes sortes de jeux. Là c'est vraiment un moment intense de joie. Et même des livres qui n'avaient aucun intérêt, j'ai souvent parlé que j'ai reçu des livres, un livre de la collection Harlequin, eh bien, qui m'a procuré un moment de joie. L'intrigue était évidemment très sommaire, ridicule, mais c'était une voix qui venait de l'extérieur. Vous n'étiez plus tout seul. Quelqu'un d'autre parlait. Bon, la voix pouvait être fausse, mais en même temps, c'était une voix, une autre voix. Vous voyez, donc la joie, on peut éprouver des moments de joie. Des moments de joie aussi, on a parlé des jours, mais aussi des nuits, puisque vous racontez souvent que, enfin étonnamment, là aussi paradoxalement, vous n'avez fait aucun cauchemar. Vos rêves étaient plutôt joyeux. Exactement. C'est bien ça. Oui, vous avez tout à fait raison, et vous avez raison de le souligner. Je pense que je n'aurais pas écrit ce livre justement si je n'avais pas connu cette partie
de la vie, de ma vie d'otage, de prisonnier, qui échappait à mes ravisseurs, c'est-à-dire ma vie nocturne. C'est-à-dire, je me réparais pendant cette vie nocturne, alors que pendant ma vie diurne, je vivais sous l'empire de la peur et de l'angoisse de la mort, et je n'ai fait en effet aucun cauchemar pendant ma captivité, et tous ces rêves que j'ai connus, c'était des rêves qui avaient trait à mon enfance, une enfance en effet heureuse. Je n'ai connu que les cauchemars qu'après ma libération, c'est-à-dire 3 ou 4 jours après ma libération, j'ai connu un cauchemar, et qui n'ont pratiquement cessé depuis lors. Bon, même si aujourd'hui ça se raréfie de plus en plus, ça s'estompe. Donc ce phénomène, j'allais dire, l'inconscient humain est vraiment une mécanique parfaitement au point. Vous voyez, cette compensation, au fond, moi, je faisais le travail de Pénélope à l'envers. Vous voyez, Pénélope, elle tissait pendant la journée et elle défaisait pendant la nuit. Moi, je faisais le contraire, hein. Et c'est ce travail à l'envers qui m'a permis de tenir. Et je n'aurais pas écrit ce livre, L'accident, sans cette période bénéfique et bienheureuse de l'enfance. Merci Jean-Paul Kaufmann. Je reviens vers vous pour la conclusion. Jean-Paul Kaufmann, on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de mots. Espoir, joie. Quel est votre préféré parmi les 4? Sentir. Sentir, dérision. Oui. Sentir et dérision, c'était le premier. Est-ce qu'il y en a un? Dérision peut-être n'est pas décisif, n'est pas capital. Donc parmi ces 4 mots? Oui, allez, joie. Joie, ça tombe bien. Joie. Alacrité, allégresse. Oui, c'est vrai que c'est joli. Joie. Peut-être que cette joie dont vous avez longuement parlé, est-ce que c'est aussi peut-être grâce à votre éducation religieuse qu'elle était davantage là, qu'elle vous a davantage porté, notamment au cours de votre captivité? Cette éducation catholique. Oui, c'est vrai. Elle a été très structurante. Et puis cette éducation religieuse aussi a mis en éveil tous ses sens. Et vous savez, cette église de Cornu, c'est une église d'avant le Vatican II. On est encore dans le Concile de Trente, hein, l'apparat, les cérémonies, l'orgue, tous ces sens qui sont mis à contribution. Et cette église a été aussi un atelier d'essence. D'essence. Et de la joie? De la joie, bien sûr. Oui, de la joie. Alors, ce que vous avez gardé de votre éducation catholique, je crois que c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est certaines fêtes, certains rituels. Je crois que vous appréciez particulièrement la fête de Pâques. Ça tombe bien, puisque c'est dans une semaine. Pourquoi Pâques est vraiment, pour moi, la vraie fête. C'est pas Noël. De toute façon, pendant mon enfance, Noël, mes parents travaillaient énormément. Il y avait une orange dans le sabot de Noël et c'était un peu maigre. Hein. C'est les années d'après-guerre. En revanche, Pâques, le renouveau, la résurrection, c'est une fête que j'aime par-dessus tout. Et puis c'est l'éveil du printemps. Hein, Vous parlez des rogations d'ailleurs. Ah oui, les rogations. Alors, les rogations qui... alors, peu de gens savent, même aujourd'hui. Alors, c'est vrai que
les rogations sont remis un petit peu à la mode, mais dans ces années-là, les rogations, en fait, c'est une fête païenne. Une fête païenne pour fêter l'arrivée du printemps. C'est le culte de Cérès, etc. C'est la communion de l'être humain avec la nature. On invoque Cérès par rapport aux moissons, par rapport aux champs, par rapport aux calamités naturelles. Ça, c'est vrai que vous en parlez dans votre... C'était vraiment... c'était un moment fort, notamment dans l'Église, puisque c'était célébré par l'abbé Brionne, dont vous parlez. Le curé Brionne. Le curé Brionne. Qui donnait sa bénédiction. En revanche, vous parlez moins de Pâques. Pardon ? Vous parlez moins de Pâques. Pour autant, vous célébrez. Vous retournez à l'église à Pâques ? Vous retournez à l'église à Pâques ? Non. Non, je ne suis pas un catholique très pratiquant. Plus pratiquant. Mais fidèle à l'évangile, au message de l'évangile. Mais ça, c'est un autre débat. L'évangile, c'est tout autre chose. Le message de l'évangile, à l'époque où j'étais enfant de cœur, pendant mon enfance, l'évangile, c'était plutôt une pastorale de la peur. C'était l'enfer, la peur, le péché originel, le mal, et la miséricorde divine. On en parlait très peu. Ce message subversif de l'Évangile était peu évoqué. Vous voyez, cette inversion totale que constitue aujourd'hui le message de l'Évangile et qui fait que je pense que le sermon sur la montagne reste quelque chose de très perturbant et presque inapplicable. Vous voyez, je le dis toujours, bien sûr, il faut aimer son prochain, dit l'Évangile, aimer son prochain, mais pardonner à ses ennemis, mais aussi les aimer. C'est difficile, c'est impraticable. Et comment peut-on... Non, mais il y a des choses, et c'est pour ça que c'est indépassable, je pense, le christianisme. Vous voyez, comment un grand patron, par exemple, qui se dit... un catholique, il reçoit une gifle, il va tendre l'autre gifle, l'autre joue. Il y a quelque chose d'impossible à pratiquer, mais bon, il faut essayer d'atteindre cet idéal. Voilà, c'est ça que je retiens de l'Évangile. On va rester sur ces belles paroles. Juste avant Pâques. Merci beaucoup, Jean-Paul Kaufmann. Je rappelle le titre de votre dernier récit, L'accident, aux éditions Équateur. Merci infiniment. Bonne Pâques, merci à vous. Derrière vos écrans, comme d'habitude, vous connaissez l'adresse pour revoir l'émission, ktotv.com. Très belle semaine de Pâques.